Voilà. Moi c'est bon. Moi je connais pas le niveau de tout le monde, juste pour savoir à peu près qui je vais parler. Il y en a qui sont là juste pour découvrir déjà ce que c'est. Ouais, ok. C'est bien. Il y en a qui sont dans les cryptos depuis un an ou moins. Ok. Et plus. Ok. Genre 2017 avant. Ok. Bon bah là, pour le coup, c'est vraiment pour faire découvrir aux gens déjà. Après, peut-être que vous allez apprendre deux, trois trucs, mais pas forcément. Puis il y en a qui sont pour intervenir aussi et présenter ce qu'ils font à côté du boulot. Donc ça va être intéressant. Du coup, la blockchain et les cryptos, c'est quoi? Donc déjà, petit historique du Bitcoin. Donc vous avez marqué une définition. On va pas tout lire, ça sert à rien. Ça va être un support pour vous à côté. Donc en 2008, Satoshi Nakamoto, je me trompe tout le temps, mais là c'est bon, a créé ce qu'on appelle la blockchain Bitcoin et du coup la monnaie qui réfère à la blockchain. Ce qui est marrant, c'est qu'il a sorti le white paper quelques semaines après la crise financière des subprimes. Et c'est totalement en lien en fait avec ce qu'il voulait créer donc, et combattre le système financier actuel. Il faut savoir qu'il travaillait dessus depuis plusieurs années. Et même avant ça, il y avait un collectif, les cypherpunks, qui tentait de créer une monnaie totalement décentralisée et qui ne nécessitait pas l'aide des banques afin de fonctionner. Et Satoshi, après avoir mis en public le code source du Bitcoin, s'est fait aider par les cypherpunks pour continuer de développer le Bitcoin. Ce qui est, pour la petite histoire, Satoshi, on ne sait pas qui c'est. Et on ne saura probablement jamais qui c'est. Donc une fois, il y a un mec qui a essayé de se faire passer pour lui. Auprès des journalistes, ça a fonctionné. Mais auprès de ceux qui connaissaient Bitcoin et les crypto-monnaies, ça n'a pas marché. Donc c'était un fake. Et je pense qu'on n'en entend plus parler depuis de cette personne-là. Je voulais vous parler aussi du reportage qu'il y a eu sur Arte récemment. Moi, j'ai regardé hier soir pour pouvoir vous en parler, avec ma femme qui s'en endormit. C'est pas grave. Donc, il y a un reportage sur Arte qui récapitule un peu l'histoire du Bitcoin et comment ça s'est déroulé la création, avec plusieurs intervenants. Il y a 6 épisodes de 10 minutes, ça s'appelle Les mystères de Satoshi, et franchement, qui est hyper intéressant. Ça parle du Bitcoin, mais pas que, et des autres monnaies. Et quelle utilisation on peut en avoir dans l'avenir, et en quoi ça peut être l'avenir. Donc voilà, je vous le conseille. Il est dispo sur YouTube. Je pourrais vous mettre un lien si vous voulez sur le groupe Yammer. Donc soit 6 épisodes de 10 minutes, soit il y a la vidéo d'une heure carrément. Et vraiment très intéressant. Donc voilà. Nickel, ça marche. Qu'est-ce que c'est la blockchain? La blockchain, c'est en gros, littéralement, c'est là où il y a des blocs qui se suivent petit à petit. Dans ces blocs, il y a les transactions, en gros, qui sont faites du Bitcoin. Et ces transactions, elles sont calculées par différents intervenants, comme vous et moi, qu'on va appeler les mineurs. Ces mineurs, ils vont être récompensés en minant les transactions, les blocs, par du Bitcoin. Ces blocs, ils se suivent. C'est-à-dire que le premier numéro du bloc, c'est le dernier numéro du bloc suivant. C'est pour ça que la blockchain, elle est infalsifiable. On peut forcément retracer toutes les transactions de la blockchain. C'est-à-dire que si je vais sur un Explorer, je tape un numéro de transaction, je retrouve exactement la transaction, donc qui a demandé la transaction et à qui elle est arrivée. Donc en soi, la blockchain, c'est quelque chose qui est totalement public et totalement infalsifiable. Et c'est là où c'est important, parce que comment ça peut remplacer le système financier actuel? Il faut que ce soit infalsifiable. Dans chaque bloc, il y a des transactions. Une fois que le bloc est terminé, il est bloqué indéfiniment, et il ne pourra jamais être modifié, et le prochain bloc est créé. Dans la blockchain, tous les utilisateurs sont connectés en réseau. Et donc, on peut tous partager les données. Si je vous donne mon adresse, par exemple, publique sur la blockchain, vous pouvez voir toutes les transactions que j'ai faites depuis le début. Je ne vais pas vous la donner. Parce qu'en gros, vous pouvez voir tout mon portefeuille, combien j'ai sur mon portefeuille. Et c'est là où c'est intéressant. En fait, c'est une relation de confiance entre tous les participants de la blockchain. Et c'est pour ça qu'on n'a plus besoin des banques de faire confiance aux banques, en particulier pour gérer notre argent. On gère notre argent nous, mais aussi chacun peut voir comment on gère notre argent si on leur donne l'adresse publique. Donc, possiblement que la blockchain, vous allez en entendre parler dans les années à venir, et que c'est une vraie révolution, dans le sens où, par exemple,
au Salvador, qui est un pays qui est très peu bancarisé, parce que bon, c'est un pays pauvre, les banques ça coûte quand même de l'argent. Ils ont décidé d'adopter le Bitcoin en monnaie nationale, tout simplement. C'est-à-dire que les transactions qui se font là-bas peuvent se faire en Bitcoin. Également, grâce à l'aide d'un volcan, ils minent du Bitcoin, donc avec l'aide naturelle, ils créent finalement leur propre Bitcoin. Donc on a un pays qui vit sans banque et qui commence à vivre avec le Bitcoin pour prouver voilà, il y a une vraie utilité et que ça peut être fait potentiellement dans d'autres pays. Bien sûr, pas qu'avec le Bitcoin, mais avec d'autres blockchains. Je pense qu'on a vu un peu tout sur ce slide. Il y a juste une phrase que j'aime bien sur la blockchain. Donc, la blockchain, c'est comme si c'était un registre, hein, où on voit toutes les opérations. Il faut s'imaginer comme la blockchain étant un très grand cahier que tout le monde peut lire librement et gratuitement, sur lequel tout le monde peut écrire, mais qui est impossible à effacer et indestructible. Voilà, je pense que ça résume bien la blockchain en général. Donc comment fonctionne la blockchain? Bon, j'ai un peu devancé ça, mais en gros, il y a quelqu'un qui demande une transaction. Enfin, il y a quelqu'un qui veut envoyer de l'argent à une autre personne. Moi, si je veux envoyer l'argent à quelqu'un dans la pièce via les crypto-monnaies, là, j'ai mon portefeuille numérique. Si je veux sur mon PC, la personne me donne son adresse, je tape l'adresse dans mon portefeuille numérique, je fais envoyer la monnaie et la reçoit, suivant la blockchain, on va dire dans les 2 secondes à 1 minute. Ceci sans passer par les banques. Mais je peux très bien envoyer 5 euros, comme 300 000 euros. Si je veux acheter une maison à quelqu'un dans la pièce et lui envoyer de l'argent tout de suite, je peux. Et la transaction, elle se verra sur la blockchain. Donc c'est l'avantage. Du coup, j'effectue une transaction. Cette transaction, elle va être validée par plusieurs personnes, donc à travers des nœuds. Et en fait, c'est ça qui est bien, les personnes ne se connaissent pas, ne connaissent pas la personne qui va faire la transaction, et elles vont valider, voilà, 15 ou une vingtaine de personnes, la transaction. Cette transaction, du coup, va valider le bloc de transaction, et ensuite la personne recevra l'argent que j'ai envoyé. En échange, les personnes qui ont accepté la transaction vont recevoir des récompenses, puisqu'elles ont fait des calculs, donc via les machines de minage, les cartes graphiques, etc. Et elles vont recevoir en récompense du coup, du Bitcoin, par exemple, si c'est par la blockchain Bitcoin. Il y a plein de blockchains différentes, on va y voir tout de suite. Parce que Bitcoin, c'est super, ça a quelques défauts. Chaque blockchain a des caractéristiques. Donc les blockchains, pour faire un peu court, elles essaient de résoudre un trilemme des blockchains. C'est-à-dire qu'elles vont essayer d'être donc sécurité, scalabilité, c'est la rapidité de la transaction, et décentralisé. Décentralisé, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un tiers de confiance, tel une banque, pour faire la transaction. Je vais prendre l'exemple d'une blockchain qui est connue, donc il y a le Bitcoin, qui était la première blockchain, et il y a Ethereum, qui a essayé de copier le Bitcoin et d'améliorer certaines choses. Ethereum, c'est totalement décentralisé, c'est-à-dire qu'il y a des développeurs, un consensus, qui vont se mettre d'accord pour faire des mises à jour. Et quand tout le monde sera d'accord, ils mettront en place la mise à jour et ça viendra améliorer la blockchain. Sans ces accords-là, il n'y aura pas forcément de mise à jour, la blockchain ne serait pas forcément améliorée. Le problème d'Ethereum, c'est que c'est totalement décentralisé, ça c'est bien. C'est pas très scalable. Donc la rapidité d'une transaction, suivant le nombre de transactions qu'il y a sur cette blockchain à un instant T, ça va prendre peut-être 1 minute, 10 minutes, 30 minutes. Mais également, Ethereum fonctionne de manière à ce que plus la transaction demandée, plus les frais, comme des frais bancaires, si on voulait faire une transaction, ça augmente aussi. Par exemple, ce week-end, j'ai fait une transaction sur Ethereum. Ça m'a coûté 80 dollars de frais de transaction. Voilà, c'est un vrai souci de cette blockchain. C'est pour ça qu'il y a d'autres blockchains qui vont venir contrer ces frais de transaction-là pour concurrencer un peu Ethereum. Et Ethereum est très sécurisé. Donc en gros, ils ont choisi le bas de cette pyramide et de totalement délaisser, pour le coup, la scalabilité. Même si c'est voué à être amélioré via des mises à jour. Et actuellement, il n'y a aucune blockchain qui résout ces 3 problèmes, on va dire. Il y a des blockchains qui vont se dire, nous on résout le problème. Pour le moment, on va dire qu'il n'y en a aucune qui résout le problème. On verra peut-être que d'ici quelques mois, effectivement, il y en a une qui sera totalement décentralisée, totalement sécurisée et totalement scalable. Mais ça, on verra plus tard. On voit à peu près
Je vous ai mis, voilà, c'est une capture d'écran d'un site qui récapitule toutes les crypto-monnaies, ou presque. Il faut savoir qu'il y en a 10 000 sur ce site-là, à peu près. Donc il n'y a pas que le Bitcoin, hein. Il y a 10 000 crypto-monnaies maintenant, au moins 15, 20 000 peut-être, qui ont été créées. Au niveau du classement, on a plusieurs styles de crypto-monnaies, mais on voit que les crypto-monnaies qui émergent, ce sont des crypto-monnaies qui sont liées à des blockchains. Donc, il y a le Bitcoin, qui est lié à la blockchain Bitcoin, l'Ethereum, qui est lié à la blockchain Ethereum, Binance Coin, qui est lié à la blockchain Binance Smart Chain. Celle-ci est très rapide, il y a peu de frais, mais elle est relativement sécurisée, mais elle n'est pas du tout décentralisée. C'est une entreprise qui est derrière cette blockchain. Ce qui vient un peu en concurrence avec l'utilité première du Bitcoin d'être totalement décentralisé. Ensuite, il y a Solana, Cardano, Polkadot, Avalanche, Crypto.com qui vient de créer sa blockchain, et Terra. Tout ça, c'est des blockchains. Voilà. Donc là, il y a une dizaine de blockchains, mais il y en a encore plein d'autres qui se créent. Ce qui permet finalement que le flux qui était à l'origine quasiment totalement sur Ethereum se split un peu entre toutes les blockchains. Et chaque blockchain a ses caractéristiques. Si je prends Avalanche, c'est une des plus rapides. En ce moment, elle commence à devenir un peu chère parce qu'il y a beaucoup de transactions dessus. Elle a explosé dernièrement. Par contre, elle est quasiment totalement sécurisée. Au niveau de la décentralisation, on va dire elle est relativement décentralisée, mais il y a quand même des gens derrière ça qu'on connaît, et des entreprises potentiellement. Donc voilà, à chaque fois, on parle du trilemme qui, pour l'instant, n'est pas résolu. Pour mettre un cas concret, je voulais montrer un peu quelle apport ça avait déjà dans la vie de tous les jours, les blockchains. Donc du coup, c'est décentralisé. Plus besoin de système bancaire, je vous ai parlé du Salvador, je devais en parler là, j'en ai parlé un peu avant. On peut utiliser les blockchains à la place des banques dans certains pays. On peut utiliser les blockchains pour payer une transaction à quelqu'un qui se trouve, je ne sais pas, en Australie, sans avoir besoin d'une banque, en payant quelques frais. Bon, parfois sur Ethereum, 50 $ la transaction, un peu excessif. Ou parfois, je vais pouvoir payer 2 centimes de frais de transaction si j'utilise la blockchain Solana. Donc voilà. Ce qui est important sur la blockchain, c'est que chaque numéro de transaction il est unique. Et ça peut être utilisé pour plein de choses finalement. Donc je vais prendre l'exemple de VET. VET qui est une crypto-monnaie qui est vouée à être utilisée par exemple avec le luxe. Aujourd'hui, un sac, Louis Vuitton par exemple, c'est quand même difficile de dire si c'est un vrai sac ou pas. On aura toujours un doute de savoir si c'est un fake ou non. Alors que si ce sac il a un numéro qui doit correspondre à la blockchain, là on pourra prouver que c'est un vrai sac. Puisque dans la blockchain, c'est infalsifiable. Le numéro il est lié qu'à un seul objet, il est unique. Un autre exemple, ça c'est très récent, c'est Amixem, un youtubeur, je ne sais pas si vous connaissez. Il a sorti des bijoux, mais quand je dis récent, c'est il y a 3-4 jours. Il sort des bijoux. Quand vous achetez un bracelet, bon, c'est avec une pierre de la Lune, une pierre de Mars, voilà, pour ceux que ça intéresse. Donc il y a un bracelet, avec ce bracelet, il envoie un certificat. Ce certificat correspond à un numéro dans la blockchain qui permet de déterminer que ce bracelet, c'est effectivement un bracelet vendu de sa collection et qui n'a pas été falsifié. Et un autre exemple, avec mon ami Clément, on joue à un jeu qui s'appelle Sorare sur internet. Sorare, en gros, c'est des cartes Panini de joueurs de foot, et qui aura sûrement d'autres sports. Donc ces joueurs sont déclinés en plusieurs catégories. Carte unique, une seule carte super rare, 10 cartes, rare, 100 cartes, et limited, 1000 cartes. Chaque carte a un numéro dans la blockchain, et ça permet de déterminer en fait que cette carte elle est unique. Il n'y aura que 1000 cartes de ce joueur-là pour cette année-là, il n'y en aura pas plus. Et voilà, ce jeu, les cartes sont payantes sur le jeu, il y a des partenariats avec les clubs de foot, donc les clubs de foot sont très liés finalement aux crypto-monnaies. Et ça permet du coup d'authentifier chaque carte. Et enfin, donc en ce moment, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, des NFT, les non-fungible tokens. Ça, c'est quelque chose qui peut paraître assez décadent à certains moments, mais il faut le voir comme un nouvel art numérique. Les NFT, du coup, c'est, imaginons, je fais un tableau. Ce tableau, je veux le rendre unique, infalsifiable. Alors ce tableau, je vais le mettre en image numérique sur la blockchain et je vais essayer de le vendre à quelqu'un. Cette personne qui va l'acheter sera sûre que c'est le bon tableau
puisque ce tableau, il est lié dans la blockchain au numéro. Et du coup, en ce moment là-dessus, il y a un vrai délire. Mais vraiment, je vous ai mis quelques images après, pour déterminer à combien se sont vendues ces images. Donc déjà, on a le Nyan Cat. Bon, normalement, c'est assez connu, c'est un GIF qui fait de la musique. Le créateur du Nyan Cat a décidé de mettre en NFT une image du Nyan Cat, ou une vidéo, je ne sais plus, et de dire, voilà, je mets une seule image sur la blockchain, c'est moi le créateur du Nyan Cat qui la met et qui vais la vendre. Donc derrière, il y a quelqu'un qui l'a acheté, cette image. Et c'est vraiment qu'une image, une vidéo, mais qui est unique sur la blockchain, vendue par le créateur du Nyan Cat, qui est ultra connu. Donc ça, à titre d'information, ça a été vendu 300 ETH. Là, je n'ai pas en tête. Un ETH, c'est 4000, peut-être ce matin, 4200 euros, dollars, pardon. 4200 dollars, donc 300 fois 4200 dollars. Ça a été acheté plusieurs centaines de milliers d'euros. Les autres très connus, c'est les cyberpunk. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai parlé des cypherpunk. Alors peut-être que c'est en lien, je n'ai pas cherché, c'est sûrement en lien. C'est vendu sur la blockchain Ethereum. Il se trouve que maintenant, beaucoup de fonds investissent dans ces cyberpunk parce qu'ils se disent qu'aujourd'hui ça vaut quelques centaines de milliers d'euros, peut-être que plus tard ça vaudra quelques millions d'euros. Donc là, par exemple, ce cyberpunk-là, cyberpunk a été acheté 800 ETH. 800 fois 4200 dollars. Donc là, on parle du million d'euros. Par exemple, il y a Visa qui en a acheté un. Visa, carte de paiement, ils ont acheté un cyberpunk. Je sais que, je crois que Mark Zuckerberg, Facebook en a acheté un également. Voilà, les personnalités en achètent parce que, vu que c'est un falsifiable unique, ça peut prendre potentiellement de la valeur plus tard parce que ça a été les premiers éléments comme ça. Ensuite, voilà, on a un gorille, un DGNAPE sur la blockchain Solana, zombie, très stylé hein, avec un halo. Celui-là a été vendu 6000 sols en gros. Un Solana aujourd'hui vaut 200 dollars. 6000 fois 200. On arrive à 1 million. 1 million de dollars pour cette image. Alors oui, cette image, vous pouvez la copier sur votre PC, la mettre en fond d'écran, mais ce ne sera pas vous le détenteur. Ce sera la personne qui l'aura dans son wallet numérique sur la blockchain. Il n'y a que lui qui pourra prouver que c'est vraiment son image. Et enfin, alors celui-là est marrant. Donc c'est une vraie image, hein, c'est pas moi qui ai fait test et qui ai laissé ça en place sur mon PowerPoint. C'est le créateur de FTX qui a fait ce NFT là. En mettant juste test sur Paid, voilà, hop, et je vais le vendre en NFT sur la blockchain, j'ai mis un numéro unique, infalsifiable. FTX, c'est une plateforme de trading de crypto-monnaie. Et le créateur fait partie maintenant des hommes les plus riches du monde, pas grâce à ça, hein, mais grâce à tout ce qu'il gagne via sa plateforme de crypto-monnaie. Et ce NFT a été acheté 500 000 dollars. Voilà. Alors je voulais mettre, j'ai Cyril qui n'est pas là aujourd'hui, un collègue qui fait des kiwis en NFT, qui ne les vend pas, hein, il les fait pour s'amuser, mais il croit qu'il va être riche un jour avec ça. Du coup il fait des images sur Paint. Je vous en mettrai une sur Yammer si vous voulez, vous pourrez l'acheter. Peut-être que ça vaudra de l'argent dans un certain temps, c'est pas sûr. Voilà pour la blockchain. On va passer aux crypto-monnaies. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit au niveau de la blockchain? Ceux qui connaissent pas, est-ce que ça a été relativement clair? L'utilité qu'on a avec cet élément-là. Il faut savoir, voilà, la blockchain, on en entend beaucoup parler, on entendait beaucoup parler en 2017, on a entendu moins parler entre 2017 et 2020. Mais je pense que la blockchain, on en reparlera maintenant pour toujours. Il faut bien l'avoir en tête. Les crypto-monnaies maintenant. Les crypto-monnaies qui sont potentiellement des investissements d'avenir maintenant. Si on veut gagner beaucoup d'argent, pourquoi pas se placer sur les crypto-monnaies maintenant? En sachant que c'est au plus haut, donc c'est dangereux en ce moment, mais on sait jamais. J'avais mis une définition, je ne sais plus où je l'ai trouvé, sur un site internet. Une crypto-monnaie est une devise numérique décentralisée qui utilise des algorithmes cryptographiques et un protocole nommé blockchain, on a vu, pour assurer la fiabilité et la traçabilité des transactions. Les crypto-monnaies sont entièrement virtuelles. Elles peuvent être stockées dans un portefeuille numérique, protégé par un code secret appartenant à son propriétaire. Donc ça, c'est important. Si on appuie dans des banques, on est le seul responsable de ce qu'on détient. Moi, j'ai un portefeuille numérique sur mon PC. Il y en a, ils ont un portefeuille numérique, c'est une clé USB, une clé Ledger. Et il y en a, ils ont un portefeuille numérique, c'est un code secret appartenant à son propriétaire. Donc ça, c'est important. Si on appuie dans des banques, on est le seul responsable de ce qu'on détient. Moi, j'ai un portefeuille numérique sur mon PC. Il y en a, ils ont un portefeuille numérique, c'est une clé USB, une clé Ledger.
dans le même cas, enfin dans les deux cas, en gros, on a un mot de passe qui permet d'accéder à cette clé ou à ce portefeuille numérique et une seed phrase, c'est-à-dire qu'on a une suite de mots, une vingtaine de mots que seuls nous, normalement, connaissons, qui permet, en cas d'oubli de mot de passe, de récupérer le compte. Alors, cette phrase-là, pour être entièrement sécurisée, personnellement, par exemple, j'ai noté tous les mots sur un papier, mon mot de passe également. Je dirais pas votre papier. Puisque je suis le seul responsable de la sécurité de ce portefeuille-là. Si je me fais hacker, la personne ne pourra pas me hacker si elle n'a pas cette phrase normale. Ou si elle pourra me hacker si j'ai accepté une transaction frauduleuse. Vraiment, je suis le seul responsable de mes transactions et de mon portefeuille. C'est pour ça qu'on a entendu parfois des histoires très intéressantes de personnes qui, quand le prix Bitcoin en 2017 est monté à 18 000, 19 000 $, et ben il y a des personnes qui se sont dit, tiens, mais j'en avais du Bitcoin, j'en avais 100 sur une clé. Et cette clé, où est-ce que je l'ai mise? Donc la personne avait ses Bitcoins sur sa clé USB, mais n'a jamais retrouvé sa clé USB. Elle est millionnaire aujourd'hui, mais elle ne l'est pas parce qu'elle n'a plus la clé USB. C'est pour ça que c'est important de sécuriser ça et de le garder dans un lieu qu'on connaît. Il y a plusieurs types de crypto-monnaies, j'ai mis basique, mais en gros, c'est celle qu'on a vue, des crypto-monnaies qui ont un projet derrière, voilà, celles liées au blockchain, etc. Il y a les stablecoins, qui est une crypto-monnaie qui est indexée sur un actif monétaire actuel. Par exemple, on a la crypto-monnaie Tether. Un Tether est égal à $1, et ce sera toujours le cas. C'est intéressant, puisque quand on vend une crypto-monnaie, on n'est pas obligé de récupérer du dollar. On peut vendre la crypto-monnaie et récupérer un stablecoin. Ce qui veut dire qu'on n'est pas imposé fiscalement. On en reparlera plus tard. Un meme coin, par exemple le Dogecoin, vous en avez sûrement entendu parler, des cryptos qui ne servent pas à grand chose. Et on leur trouve un rôle finalement plus tard. Genre, on pourra payer en Dogecoin. À l'origine, elles ne servent à rien. Et finalement, on pourra payer avec un Dogecoin. SpaceX, ils vont financer leur fusée en payant en Dogecoin. Donc, voilà. Et les shitcoins, alors là, les shitcoins, c'est encore autre chose. C'est un projet, il n'y a rien derrière, et on est à peu près 90% sûr que c'est de la merde, comme son nom l'indique. C'est-à-dire que si on l'achète, potentiellement, on ne pourra pas le revendre. Parce que dans le code source, c'est marqué qu'on ne peut pas revendre cette monnaie. Donc la monnaie va monter, va monter, va monter, et seul le créateur va pouvoir vendre la monnaie, faire chuter les prix, et tous ceux qui vont acheter ce shitcoin, ils ne pourront rien faire. Voilà. Les crypto-monnaies, c'est un monde très intéressant, mais il y a aussi pas mal de merdouilles, des fois, dedans. Donc il faut faire attention. Hop. J'ai mis l'exemple du Bitcoin, juste pour un truc qui est important. Le Bitcoin, ça a un cycle. On le voit un peu tous les 3-4 ans. Ce cycle est régi par un jour où, finalement, le minage, les gens vont miner, obtenir en récompense du Bitcoin, et un jour qui s'appelle le halving day. Pour rallonger la durée de minage du Bitcoin, et ce jour-là, les récompenses sont divisées par 2. C'est pour ça que je crois que les derniers Bitcoins devraient être minés vers 2050. Et on voit que tous les 3-4 ans, il y a ce halving day. Et c'est pour ça que tous les 3-4 ans, finalement, les crypto-monnaies reviennent au bout du jour et recommencent à monter. Le Bitcoin se fait plus rare, il est plus difficile à obtenir, donc forcément, sa valeur augmente. Ce qui est important de savoir sur le Bitcoin, et c'est le but des crypto-monnaies, pour venir contrer l'inflation actuelle. Donc, actuellement, sur la dernière année, le dollar en circulation, il y a 20% du dollar en circulation qui a été créé l'année dernière. C'est un truc de fou quand même. Les banques, elles impriment, elles se demandent plus pourquoi elles impriment, il faut juste payer. Derrière, on se retrouve avec 20% du dollar en circulation qui a été créé en un an. Le Bitcoin, il y a 21 millions de Bitcoins prévus. Il n'y en aura jamais plus. C'est pour ça que la valeur a grandi dans le temps. Un dollar, on sait que dans 10 ans, ça ne vaudra plus vraiment un dollar. Un Bitcoin, ça vaudra toujours un Bitcoin. Parce qu'il n'y en a que 21 millions. Alors il y en a 21 millions, mais il y en a 1 million qui sont sur le portefeuille du créateur du Bitcoin. On ne sait pas qui c'est et il ne les a jamais touchés. Alors lui, c'est la 20e personne la plus riche du monde. Il est milliardaire. Mais on ne sait pas où il est, il n'a jamais touché son portefeuille. Donc sur les 21 millions, il y a 1 million déjà qui ne bouge pas. Sur les 21 millions, il y a tous ceux qui ont perdu leur Bitcoin à l'origine.
Donc déjà, ça fait bien moins de bitcoin en circulation. Donc voilà, ça vient contrer l'hyperinflation actuelle, notamment, et un peu comme les métaux précieux, comme l'or par exemple. C'est pour ça qu'on dit que le bitcoin, c'est l'or numérique, le nouvel or numérique. La partie intéressante maintenant, comment investir dans les crypto-monnaies. Ah bah, il y a 5-6 ans, c'était quand même vachement plus compliqué d'investir dans les cryptos. Aujourd'hui, il y a un nombre de plateformes de trading de crypto-monnaies qui est impressionnant. Moi, j'ai commencé par Swissborg, qui, derrière ça, il y a une entreprise suisse, comme son nom l'indique, pour, on va dire, commencer à toucher les crypto-monnaies. Le problème de cette application, c'est qu'il y a quand même 1% de frais par transaction. C'est quand même assez énorme, mine de rien, quand on arrive à un certain montant. Si je fais une transaction pour prendre une crypto-monnaie contre une autre, 2000 balles, 1%, 10 balles quand même. Il fait un petit peu mal. Il y a Binance, qui est une entreprise chinoise, derrière ça, c'est la plus grosse. Donc là-dessus, sur cette application, il y a tout. Il y a les cryptos, on peut faire du levier, on peut faire plein de choses intéressantes. FTX, j'en ai parlé tout à l'heure, KuCoin et Just Mining, qui est une entreprise française. On peut assimiler ça, par exemple, une sorte de Just Mining, on peut considérer ça comme un livret A, c'est-à-dire qu'on va confier notre argent à des gens qui vont le faire travailler pour nous, suivant le rythme qu'on aura défini à l'origine, sauf qu'on n'aura pas 0,6% par an, on aura 10, 15, 20% par an, parce qu'actuellement, avec le taux, ça monte. Donc voilà, toutes ces applications, Just Mining, c'est très intéressant. Si ça vous intéresse d'investir dans les crypto-monnaies, peuvent vous être utiles. Et vous avez ajouté après ça. Et ensuite, il faut bien définir votre type d'investissement. Par exemple, moi je sais que je suis dans les crypto-monnaies pour me faire de l'argent assez rapidement. Et quand les crypto-monnaies seront peut-être un peu moins en vogue dans quelques années, puis le redeviendront, j'aurai une bonne base financière pour investir encore plus dans les crypto-monnaies. Mais ce qui peut être intéressant, par exemple, si pour ma fille, j'estime que les crypto-monnaies dans l'avenir sont quelque chose de sûr et certain, compliqué, on ne sait jamais, je peux très bien mettre sur un livret, je prends 15 euros de stablecoin tous les mois et 15 euros d'une crypto-monnaie. Et en fait, je vais investir comme ça, 30 euros tous les mois dans les cryptos. Ça peut être un petit investissement. Donc voilà. Et puis, il y a nos amis qui souhaitaient intervenir et présenter leur entreprise. Ah bah oui, Hop. yes. Nous, ça se rapproche un peu de la définition de Just Mining que tu as donnée. C'est-à-dire, nous, on a une plateforme, on a créé un site web où on a créé des robots qui vont trader, qui vont acheter, revendre, en essayant de générer du profit, du coup, des crypto-monnaies. Nous, ça s'appelle Wellinvest, on va commencer par le début. Ouais. On est une société qui a débuté en mars de cette année. Actuellement, on a 3600 clients. On gère à peu près 2,7 millions de dollars. Et notre but, c'est de faire travailler l'argent de nos clients. Nous, on se rémunère à la performance, c'est-à-dire que si nos clients ne gagnent pas, nous, on ne gagne pas. Par contre, s'ils gagnent, on va prendre un pourcentage des gains, enfin, on va leur facturer un pourcentage des gains. Donc, on est un peu différent de Just Mining qui est, comme son nom l'indique, il y a du mining dedans. Donc, ça revient à la définition d'un peu tout à l'heure. Mais il y a aussi de l'épargne. Sur Just Mining, nous, c'est du trading, mais automatisé et algorithmique. C'est-à-dire qu'on va utiliser des signaux, on va interpréter des courbes et prendre des décisions d'achat et de vente. Voilà ce qu'on fait actuellement. C'est bien résumé. Tout à l'heure, tu donnais l'exemple pour ta fille où tu épargnes un certain nombre d'argent tous les mois. Moi, j'ai fait pareil donc, pour mon fils. J'ai créé un compte, j'ai placé l'argent sur Wellinvest et je le laisse travailler. Jusque-là, ça se passe très bien. La vision des crypto-monnaies de l'investissement, en plus avec du trading en plus, c'est-à-dire que d'après moi, les crypto-monnaies ont un bel avenir devant eux, donc ça risque de monter. Et en plus, en les faisant travailler par-dessus, il y a vraiment moyen, surtout si on a une vision long terme. Mon fils est encore jeune, donc avant qu'il soit grand, qu'il puisse les utiliser, ça aura le temps de bien grossir. Pour revenir sur la notion d'investissement, on a l'impression que c'est simple l'investissement, mais c'est pas si simple. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, comme l'émotionnel. Genre on dit est-ce que là j'achète, est-ce que là ça va monter, est-ce que ça va descendre, quand est-ce que je vends. Il y a des news autour qui peuvent influencer. Nous, on sélectionne un peu tout ça, parce que les robots, il n'y a pas d'émotion. Eux, ils sont entre guillemets binaires, ils ont leur intelligence, ils vont suivre leur stratégie, leur plan,
Et quand ils vont dire que c'est le moment de prendre des profits ou de vendre, ils vont le faire. Là, quand vous passez par ces plateformes, nous d'ailleurs, on se plug sur ces plateformes comme Binance et KuCoin. Vous créez un compte dessus, vous leur donnez, vous gérez une clé, vous nous donnez, et nous, on va faire travailler votre argent qui est chez ces plateformes. Nous, on n'a pas vos fonds. Donc à aucun moment, on peut partir avec vos fonds. Ils seront toujours là-bas. Mais nous, on règle cette problématique du côté émotionnel. Il n'y a plus d'émotionnel, c'est géré pour vous. Et si vous ne faites pas d'argent, vous ne gagnez rien, mais on ne vous facture rien non plus. Voilà. Et du coup, c'est quoi le risque pour vous, clients? Pour vous, clients, comme on parlait tout à l'heure des différentes cryptos, imaginons qu'une crypto disparaisse, ce que vous avez investi dessus ne vaut plus rien. Ça, c'est le risque. Mais vous l'auriez en passant même à la main sur Binance ou sur Facebook aussi. C'est un cheat code. Un shitcoin, exactement. Nous, on simplifie aussi de cette façon-là. En fait, on est assez simple. C'est-à-dire que vous arrivez sur notre plateforme, vous dites moi j'ai $500. Je prends un exemple. Vous pouvez venir même avec 10, ça marche aussi. Vous ne savez pas sur quoi investir. Vous dites moi j'ai $500, je veux prendre un risque faible ou élevé, enfin faible ou moyen, il me semble. Vous cliquez sur un bouton et nous on se charge de choisir les cryptos, la répartition, le risque. Et derrière vous laissez trouver. Risque faible. Un risque faible, ça va être. Alors, les cryptos, il y en a qui vont trader, en fait c'est le trading en général, il y en a qui vont trader sur des intervalles de temps très courts, c'est-à-dire tu vas acheter maintenant, tu vas attendre qu'il y ait une petite évolution, genre de un petit pourcent, et tu vas revendre pour prendre tes bénéfices. Ça c'est dangereux parce que les variations à la minute, ça bouge très vite, tu peux avoir acheté quelque chose qui se dévalue assez vite. Les signaux que vont te donner les courbes que tu vas pouvoir voir et interpréter via des indicateurs techniques sont flous et potentiellement faussés, varient beaucoup plus. Quand tu prends du recul, si jamais tu commences à regarder à plus long terme, au lieu de regarder à la minute, tu vas regarder à l'heure ou à la journée, et bien là tout de suite, le schéma qui se dessine sur l'évolution, sur la progression de ce token dans le temps, est beaucoup plus précis. Et du coup, tu réduis ton risque en prenant du recul, en laissant, tu vas trader, tu vas peut-être prendre une position, je sais pas, tous les mois, tous les 2 mois, mais tu as moins de risques que ta position soit perdante tout de suite. Tu t'intérêres à pas être trop impatient. Voilà, c'est exactement ça. De toute façon, c'est vraiment un jeu de patience. La crypto et la finance, même en règle générale. Faut être patient. C'est la vision que tu vas en avoir. Court terme, moyen terme, long terme déjà. D'ailleurs, nous, À long terme, on voit que les cryptos, on est quasiment 100% gagnant actuellement. Bon. il y a même une statistique qui dit que quelqu'un qui achète du bitcoin à l'ATH, donc au plus haut historique, donc actuellement $69 000, il sera rentable dans 3,3 ans. Donc ça, il faut être patient. Mais Si Oui. on se trompe, on peut quand même, voilà. Après, ça va dépendre de plein de choses. ça peut être court pour certains, ça peut être long pour d'autres. Nous, notre service, il se voit comme un service de moyen long terme. Donc si vous voulez faire de l'argent rapidement, comme toi, on n'est peut-être pas le bon service pour Oui, vous. oui. Voilà. Après, vous, c'est intéressant finalement pour des particuliers qui ont moins le temps de regarder les cryptos. Parce que du coup, nous, on enlève tout le côté études, analyse, suivi des news, etc. Et tu n'as pas besoin d'avoir de connaissances en finance ou en trading pour pouvoir faire travailler. Mais pour éviter, pour faire ça en fait. Après, tu peux très bien aussi juste acheter des tokens, tu prends les cryptos qui te plaisent ou qui te semblent solides, et puis tu t'en mets de côté, tu attends, ça monte de toute façon un petit peu déjà dans le fond. Mais c'est vrai que si tu veux des rendements plus élevés, il va falloir les faire travailler. Moyen terme, c'est quoi? En fait, on étudie, les robots ils étudient sur des intervalles par défaut entre 2, 4 et 8 heures. Donc ça veut dire que tu vas prendre des positions, des fois une position par semaine sur un robot, une position par mois à peu près. Et la rentabilité se fait sur le long terme, c'est-à-dire que en 2 mois, tu vas peut-être avoir fait une transaction, 2 transactions, mais tu n'auras pas gagné beaucoup. Mais petit à petit, ça va. Et vous avez une question. Le pourcentage que vous prenez sur les gains, du coup? Nous, il est de 20%. Ok. Certains diront que c'est beaucoup, mais ça veut dire que 80% des bénéfices restent dans votre poche. 80%, moins la fiscalité. Ouais. Derrière, on en parlera. Oui, non, mais j'en parlerai aussi derrière. Mais... Il y a Sabina qui a une question. Vas-y. Mais du coup, au niveau de risque faible, les 20% que vous touchez et les 80% que le client touche, c'est garanti ou pas? Ou pas? Nous, on Parce qu'on a un garantit. minimum garanti. Ah, nous, on ne garantit rien du tout. Donc, ok, on peut miser et puis perdre. On est sûr. Dans les cryptos, il faut savoir, en général, on le dit,
il faut mettre l'argent qu'on est prêt de perdre, comme la bourse, finalement. Pour donner un exemple, après ça c'est ce qu'on part totalement à la bourse. Dans le sens où Mais c'est ça, c'est demain on a 1000 euros à mettre, on les met sur Apple, ça monte, il y a peu de chance. Après on met sur une entreprise qu'on ne connaît pas trop, bah, lundi elle met la clé sous la porte. D'ailleurs, les gros promos qui vous promettent un rendement sur du trading, faites attention. Parce que, en général, c'est peut-être pas sérieux. Par contre, sur les just mining, tout ça, on est prêt à plutôt vous promettre, parce que c'est de l'épargne, donc les pourcentages de gains seront plus faibles, mais ils sont assurés. C'est bon pour vous? Il n'y a pas d'autres questions? Alors, sur les cryptos, tu en as souvent des Black Friday. Il y a des journées, enfin, les cryptos, c'est émotionnellement compliqué, c'est 24h/24, 7 jours sur 7. C'est pas la bourse qui est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 17h30 pour la bourse européenne. Les cryptos, c'est 24/24, 7 jours sur 7. Tu peux te coucher la nuit, ça fait 5-10% dans la journée. Tu te réveilles le matin, ah bah là, c'est tout rouge, là, moins 30%. Moi, ça m'est arrivé. Et ça, Mais même, je me levais à 2h pour donner un biberon à ma fille, je regarde un petit peu, moins 20%. Tiens, vas-y, mange. Mais c'est émotionnellement compliqué les cryptos, parce que c'est tout le temps. Et toi, tu fais tout seul. Enfin, le côté Bah, moi, je fais tout seul, mais parce que je suis intéressé. Enfin, en général, quand je fais un truc, je fais tout le temps à fond. Je me suis formé sur YouTube, etc. Je fais tout seul. Je prends mes risques tout seul. Je définis ma stratégie tout seul. Et derrière, j'ai un ami qui m'a aidé, qui est dans Bitcoin depuis 2013. Aujourd'hui, je ne vous cache pas qu'il a une petite fortune maintenant. Et qui gère beaucoup de gros portefeuilles et qui m'aide aussi, qui trouve des projets intéressants, etc. Donc voilà, je fais partie d'une communauté, ça fait un peu sec, comme ça. Mais qui derrière étudie les cryptos. Donc voilà. Comme pour la... Oui. Juste pour mettre le système de confiance, tout à l'heure tu as utilisé un mot, c'est white paper. Je pense que pas Oui, tout le pardon. monde- Le Bitcoin, donc Satoshi, il avait publié un white paper. Dans un white paper, il y a tout qui est contenu dans la crypto. Le projet, le nombre de tokens, comment la crypto est gérée, le code source en général. Chaque crypto en général publie un white paper qui est important de lire pour voir si ce ne sont pas des... j'ai plus le mot anglais, des scams, des arnaques en gros. Et parce que si vous lisez un white paper qui fait 3 pages, actuellement, 3 pages, il n'y a pas beaucoup d'infos dedans. Le white paper du Bitcoin faisait 8 pages pour info. Maintenant, il y en a qui peuvent faire 30, 40 pages et ce qui récapitule normalement tout ce qui est autour de la crypto-monnaie. Donc voilà, c'est ça. White paper, c'est le livre blanc maintenant. Du coup, les utilisations possibles grâce aux cryptos, donc un peu comme la blockchain, pour qu'on comprenne un peu ce qui est utile quoi, derrière, qu'est-ce que ça nous apporte les cryptos. Déjà, il y a des paiements en crypto. La semaine dernière, PayPal a annoncé que les gens qui avaient PayPal et les commerces qui acceptaient les paiements via PayPal, les gens pouvaient payer en crypto. La crypto est transformée en monnaie euro, dollar et payée chez le marchand. Avec la crypto, on peut payer chez un commerçant qui accepte PayPal. C'est quand même important. Le Salvador, on va chez le coiffeur, on peut payer en Bitcoin. Nous aussi, on peut nous payer en Bitcoin. En Dogecoin, C'est même en Dogecoin. Eux aussi peuvent être payés en crypto. Voilà. Pas encore. La prochaine étape. Donc ça, c'est l'utilisation principale qui est recherchée par les crypto-monnaies. J'ai plein d'exemples. Donc ça, c'est un de mes tokens préférés. J'utilise une de mes crypto-monnaies préférées. Donc c'est un Français qui est derrière ça. C'est un Lyonnais même, qui est maintenant un maths. Je sais plus son nom. J'ai pas son nom, mais c'est que Moi, je le suis sur Twitter, mais Dreyfus, c'est pas Louis Dreyfus. Dreyfus, c'est un Français qui est derrière ça. Par exemple, un club de foot veut sortir sa crypto-monnaie. Pourquoi? Les gens achètent la crypto-monnaie et ont un pourcentage de décision dans certaines questions que va avoir le club. Par exemple, on veut changer de maillot, on vous fait voter entre 3 maillots différents, et suivant le nombre de crypto que vous avez de ce club-là, vous allez avoir un impact sur la décision. Ça permet au club de lever de l'argent, ils sortent leur crypto-monnaie, voilà, il y a 2 millions en dollars qui sont achetés, le club récupère 2 millions. Et les gens sont contents parce qu'ils ont une influence sur les décisions du club. Donc voilà, c'est un exemple des crypto-monnaies tel qu'il est utilisé aujourd'hui. Il faut savoir que dans les clubs, c'est pas que les clubs de foot. Il y a plein de clubs de basket en NBA. Les clubs de foot, il y en a, je sais pas, 30, 40, 50 qui ont fait ça maintenant. Ça leur permet de lever de l'argent
que les gens sont contents parce qu'ils ont une décision possible dans le club. Ils peuvent voter pour l'hymne du club, ils peuvent voter pour le nom du stade, ils peuvent voter pour rien si le club propose rien. Mais ils s'en foutent, le club aura levé de l'argent. Donc ça permet de ne pas passer par un système bancaire. On a vu la finance décentralisée. Derrière les crypto-monnaies, il y a plein de choses qui émergent. La finance décentralisée, ou de son anglais DeFi, qui permet d'avoir des rendements sur les crypto-monnaies. Imaginons, j'achète une crypto-monnaie, le Bitcoin, et en fait pour acheter Bitcoin, il faut une autre crypto-monnaie potentiellement, ou de l'euro pour acheter. Je prends un stablecoin, il faut de l'USDC par exemple. Et bien, je peux mettre de Bitcoin et de l'USDC ensemble, que je vais mettre sur une plateforme, qui fait que les gens qui voudront échanger de l'USDC pour prendre du Bitcoin utiliseront l'argent que j'ai mis à disposition. Derrière ça, on propose de toucher des intérêts. Mais les intérêts sont parfois incroyables. J'ai mis quelques images après. On peut aller de 50, 60%. Actuellement, il y a Elrond qui a sorti sa plateforme. Et pour que plein d'argent arrive chez eux, ils ont proposé des rendements à 8000% à l'année, au début, qui descend, et actuellement il est à 1600%. C'est-à-dire que vous placez votre argent, vous avez 1600 dollars d'intérêt. 1600% d'intérêt, sur l'année. Donc ça, c'est si vous prenez les intérêts et que vous les transformez. Si vous remettez les intérêts à chaque fois dans votre mise de départ, et bien actuellement, on est sur du 10% à l'année, même plus. Ça paraît délirant. Mais la plateforme propose ça parce qu'ils ont eu des investisseurs derrière, ils ont créé leur crypto-monnaie et ils peuvent donner autant de crypto-monnaies qu'ils veulent parce qu'ils ont eu l'argent derrière. Et pour attirer les gens, ils proposent des rendements élevés. C'est des occasions qui sont à ne pas rater pour le coup. Je vous ai mis des images derrière et on aura 2-3 sites de finances décentralisées. L'assurance décentralisée. En fait, la blockchain, ça permet d'avoir plein de choses. De particulier à particulier. On n'a plus besoin des banques, plus besoin d'un tiers de confiance. Je peux très bien assurer quelqu'un dans la pièce, contre tout et n'importe quoi. Donc voilà, il va me payer, je ne sais pas, tous les mois un montant. Je vais lui assurer derrière un certain montant, et peut-être que derrière il en aura besoin. Mais on n'a plus besoin de tiers de confiance finalement grâce aux crypto-monnaies. Le lending borrowing, c'est typiquement les prêts bancaires avec des hypothèques. Je peux prêter de l'argent à quelqu'un. Derrière, je dis, voilà, j'ai ça en réserve s'il y a un problème au niveau du remboursement. Et ça viendra me prendre ma réserve si la personne ne peut pas rembourser. Il n'y a pas de dette par contre dans les crypto-monnaies, donc personne n'est endetté en soi. Mais ça, c'est une notion très intéressante et plus complexe encore. Et j'ai mis pour le fun aussi les loteries et les paris. Il y a plein de sites grâce aux crypto-monnaies qui permettent de créer des paris. C'est-à-dire que je peux très bien aujourd'hui dire, voilà, je crée le pari, l'action LDLC arrivera à 60 € dans 2 ans. Je peux créer le pari. Il y a des gens qui vont voter oui, des gens qui vont voter non. Ça va faire un pot commun. À la fin, ceux qui auront raison, ils auront un pot commun selon le pourcentage de sommes qu'ils ont mis dans les paris. Encore une fois, on n'a plus besoin des sites de paris, on peut faire des paris. Voilà. C'est toutes les possibilités qu'on a grâce aux crypto-monnaies. Je vous ai mis les avantages de la finance décentralisée. Quand je vais pencher un peu dessus, quand je parle du taux d'intérêt, il y a forcément plein de réactions parce que comparé au livret A qui est de 0,6, 0,7% à l'année, alors que l'inflation est à 2%. Bon. C'est un peu plus intéressant d'aller du côté des crypto-monnaies. Du coup, les avantages. Les taux du marché générés en temps réel par les acteurs actifs, le taux affiché est le vrai taux que l'on va toucher. Si c'est affiché 1600% d'intérêt, on va toucher 1600% d'intérêt. Après, le taux est variable, évidemment. La non-censure et non-manipulation par les institutions bancaires, ce sont les cryptos. Voilà, c'est ici pour contrer tout ce qui est bancaire. Le choix sur le broker est taux de frais, c'est-à-dire qu'on peut choisir n'importe quelle plateforme de trading. Les cryptos, c'est libre à nous de choisir. La gestion individuelle, 7 jours sur 7, 24 sur 24, c'est dans les avantages, moi je mettrais dans les inconvénients. Bon, des fois, quand on se couche, on pense un peu trop crypto et on ne part pas forcément bien. Soit. La visibilité et les audits de contrôle de n'importe qui sur n'importe quel contrat proposé. Je vous ai dit tout à l'heure, dans la blockchain, on peut regarder, dès qu'il y a une crypto-monnaie, on regarde le contrat. On peut lire le contrat en détail, voir s'il va y avoir il peut potentiellement y avoir un problème ou pas. Tout est transparent finalement. Des prêts au crédit bancaire acceptés ou refusés instantanément, on en a parlé, le lending borrowing.
si je veux emprunter de l'argent, je trouve quelqu'un qui va pouvoir me le prêter. Des rendements versés instantanément et quotidiennement selon des règles de transparence. C'est pas comme le livret A. Les intérêts, on se lève le 1er janvier, il y a nos jolis intérêts de 50 € si on a beaucoup d'argent au 1er janvier sur notre livret qui s'est mis. Et ces 50 €, ils viennent dans le solde et on va toucher des intérêts finalement sur ces 50 € en plus. Dans les cryptos, ça peut être constant en fait. On met de l'argent et il y a un robot qui va venir mettre directement les intérêts qu'on a gagnés, ce qui va venir gonfler tout au long de l'année notre solde. Et les intérêts, tout au long de l'année, vont se calculer sur un plus gros solde finalement. C'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Des dettes impossibles car un collatéral systématique, donc c'est ce que je disais, on ne peut pas avoir de dette dans les crypto-monnaies. Si on met une réserve et qu'on n'est pas capable de rembourser la somme qu'on a eue, la réserve va venir se faire prendre finalement pour rembourser l'argent qu'on devait. Et des accès sans discrimination ni restriction autres que ceux des capitaux possédés. Qu'on soit de n'importe quelle couleur, les crypto-monnaies, de toute façon, la personne en face ne nous voit pas, donc elle est obligée d'accepter finalement le prêt. Ensuite, les inconvénients. On est le seul responsable de ce qu'on fait de son argent. C'est-à-dire que quand on fait une transaction, qu'on l'a envoyé à quelqu'un, qu'on a accepté un contrat, c'est fini. On ne peut pas revenir en arrière. Si on a accepté un contrat pour acheter une crypto-monnaie, dans cette crypto-monnaie, il y a un contrat qui dit que la crypto accède à tout notre portefeuille, elle va venir nous vider notre portefeuille. Si on l'a accepté, c'est fini. Notre portefeuille sera vidé. On ne pourra jamais récupérer notre argent. Alors qu'avec une banque, si notre carte bancaire se fait hacker, par exemple, on peut potentiellement récupérer notre argent. Tout emprunt crédit se fait avec un collatéral de crypto mis en dépôt, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si le crédit n'est pas remboursé ou la valeur de la devise est baissière, alors le collatéral mis en gage est consommé ou recapitalisé, sans autre négociation possible. Ça revient en fait que tout est ignorable. Les hacks, bugs et failles de sécurité sur les smart contracts, donc la DeFi notamment, engendrent des pertes de fonds sans recours possible. La liquidité peut être insuffisante au moment des retraits, c'est important. Si j'ai une crypto, on va prendre le Bitcoin, et c'est le moment où la crypto elle vient de se prendre moins 10% de mineur, j'ai peur, je veux vendre. Il est possible que pour passer du Bitcoin à un stablecoin, il n'y ait pas la liquidité nécessaire. Et on ne pourra pas vendre à ce moment-là. Donc peut-être que le Bitcoin prendra moins 20% dans la gueule et qu'on n'aura pas pu vendre. Parce que la plateforme n'aura pas eu les fonds nécessaires en stablecoin pour venir échanger notre Bitcoin. Les oracles peuvent être plus ou moins rapides, notion un peu compliquée, mais c'est comme les blockchains, la transaction elle peut durer avant de passer. Responsabilité et gestion de ces adresses et de porte-monnaie et de ces placements exclusivement personnels, on en a parlé. Les frais de transfert qui peuvent exploser, comme sur Ethereum où je peux avoir 80 balles la transaction, 80 balles ça peut monter à 300, c'est déjà arrivé, même plus. Le cumul des frais de transfert et les potentiels hack bugs brise le calcul de héroïne, sans la prédiction des frais et des pertes. Donc cette phrase, j'aurais pu ne pas la mettre parce que je ne pouvais pas l'expliquer. Par contre, ça aurait été pas mal de dire que tout ça, il y a beaucoup de désavantages qui sont sur la DeFi, donc sur la finance décentralisée, mais qui ne sont pas présents pour les courtiers qu'on a vu avant, quasiment, Bitcoin, et qui vous protègent en partie, pas du tout, mais en partie. Au moins, le risque est un peu plus sur leurs épaules que sur notre pour le coup. Parce que aussi derrière, ils ont eu les certificats de l'État. Ils ne sont pas beaucoup en France, Just Money, 2-3 autres, je crois, pour justement avoir un portefeuille à gérer. Souvent, ils ont des assurances, même en Ouais. cas de bug. Et puis l'assurance décentralisée en général. Pour le coup. Donc ça, c'est un exemple de PancakeSwap sur la blockchain Binance Smart Chain. Et là, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez créer des paires de cryptos. Par exemple, celle du haut, donc le Cake, la crypto-monnaie du site Pancake, avec le BNB. Vous prenez ces deux cryptos, vous les mettez ensemble, 50-50, je sais pas, $500 de Cake, $500 de BNB, obligé de mettre la même somme, et vous touchez un rendement à l'année de 43%. Ça, c'est le taux comme c'était un livret A, 43%. Néanmoins, le Cake et le BNB peuvent varier dans le temps. Ce ne sont pas des monnaies qui ne varient pas. Le Cake peut très bien être divisé par 2, le BNB aussi. C'est-à-dire que si on a mis 500 et 500 à l'origine, donc $1000, il ne nous restera que 500 si les deux crypto-monnaies sont divisées par 2. Alors oui, on va toucher 43% d'intérêt, mais sur un solde qui a diminué finalement.
il y a une notion de risque à prendre en compte. Et voilà, donc il y a plusieurs PR possibles, il y a un nombre indéfini de PR qui sont possibles, avec notamment des 35%, 235% à l'année, 190, 186, enfin voilà, des taux qui paraissent délirants, mais il y a un risque derrière que les crypto-monnaies chutent. L'autre exemple, C'est dommage parce que là tu montres l'exemple avec les poules, mais tu aurais mis l'exemple avec les farms, avec token unique, où il n'y a pas ce risque de perdre ses tokens. c'est pour ça que j'en ai mis plusieurs, t'as raison. Ok. Si je mets que les farms de poules, Ouais, qui sont bah, ça tient pas. dangereuses. On peut aussi avoir un rendement sur une crypto-monnaie unique. Et là, pour le coup, c'est un stablecoin. C'est-à-dire que le seul risque qu'on a, c'est important parce que nous, on est en euros, on dépend en dollars. Ça, c'est une monnaie qui est un UST, c'est une monnaie qui est indexée sur le dollar américain. Le seul risque qu'on a, c'est que la plateforme soit hackée et qu'on perde nos fonds, c'est possible, toujours. Que le dollar, eh ben, dans le temps, par rapport à l'euro, il se fasse totalement défoncer et finalement, bah, on a une perte de change de l'ordre de 5-10%. Mais là-dessus, à l'année, on touche 2,46% d'intérêt, 19,46% d'intérêt sur une crypto-monnaie qui ne varie pas, normalement, que par rapport au dollar. C'est un livret A, ça. Un peu plus risqué parce que c'est sur un site qu'on ne connaît pas, c'est pas notre banque. Mais il y a moins de risque. Sachant que ça varie un peu dans le temps. Si on se retrouve à un marché qui est totalement mort et qui a largement diminué, ce rendement il va diminuer, hein. Il va être de l'ordre de 5-10%. Ce sera toujours supérieur de 7 ou 8 fois ce qu'on a sur un livret A. C'est l'exemple que j'ai, mais en même temps, on a, pour la plupart, on a notre argent dessus et c'est pas, ça ne nous comble pas de bonheur. Et enfin, je crois que c'est un des derniers slides, le dernier après sera 2-3 anecdotes. Je voulais en mettre plus, mais je n'en ai pas mis plus. Elrond, donc Maillard Exchange, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a été lancé vendredi dernier. Donc pour attirer les liquidités, ils proposent des taux de rendement affolants que j'ai stabilotés avec leur crypto-monnaie. Leur crypto-monnaie d'origine, c'est le GLD. L'USDC, c'est un stablecoin. Et le MEX, c'est la monnaie de la plateforme Maillard Exchange, MEX, qu'ils ont créé. Donc c'est grâce à elle qu'ils proposent des taux de rendement énormes. Par exemple, ici, donc, on a 1800 sur le dernier, on a le GLD avec l'USDC. On a un rendement de 1800% à l'année. Il faut savoir que ça baisse, hein. On va arriver dans 2-3 jours à 800, 700 je pense. Mais sur une semaine, en gros, on aurait eu un rendement moyen de 3000%. Et finalement, on aura peut-être remboursé une mise initiale rien qu'avec ce rendement-là. Parce qu'ils voulaient attirer les gens sur leur plateforme. Donc voilà. Et il faut savoir que là, par exemple, donc on a bien les deux rendements, APR. Donc APR, c'est si on prend les intérêts et qu'on ne les remet pas dans notre mise initiale. Et APY, c'est si on prend les intérêts, on les remet constamment dans notre mise initiale. Alors personnellement, je le fais que 2 fois par jour. Le matin au réveil, le soir au coucher. Je prends mes intérêts, je les transforme en moitié USD, moitié USDC et je les remets dedans. Donc j'augmente petit à petit mon sol et les intérêts sont calculés sur un plus gros sol. Mais d'un côté, le rendement a diminué un petit peu chaque jour. Donc voilà. Enfin, pour un ordre d'idée, pour à l'origine, on va dire 4000 $ de solde, peut-être que par jour, ça me générait 250 $ d'intérêt par jour, que j'avais effectivement, que je transformais tout de suite en une autre crypto-monnaie pour assurer contre une possible baisse du MEX qu'on aurait. Donc pour le coup, il monte. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions sur là, la DeFi qu'on a vu un petit peu, ou pas spécialement? C'est pas mal d'infos quand même normalement. Mais voilà, on finit par un truc un peu plus cool. Je voulais mettre plusieurs anecdotes, mais ça suffira. Anecdote marrante que vous verrez dans le documentaire le mystère Satoshi, si vous le regardez. Le 22 mai 2010, ça a été la première transaction en Bitcoin qui a eu. Donc quelqu'un a acheté un bien physique avec du Bitcoin. Pas la première transaction en Bitcoin, c'est vraiment le premier achat en Bitcoin. Un mec sur un forum qui écrit voilà, je veux qu'on me livre 2 pizzas.
et je propose 10 000 bitcoins pour ces 2 pizzas. Et le bitcoin à cette époque-là, du coup, 10 000 de bitcoin, ça valait peut-être 10 dollars, je ne sais pas, à peu près. Donc t'as un gars qui lui a dit, ouais, bah tiens, vas-y, je t'achète 2 pizzas, je te les lis. Et du coup, il lui a viré 10 000 bitcoins, donc à ce jour. Ça restera sûrement les pizzas les plus chères du monde, puisque ces 2 pizzas ont été achetées 10 000 bitcoins. À l'époque, ça valait rien, maintenant, les pizzas valent des millions d'euros. Elles étaient bonnes, a priori. Une autre histoire qui a eu lieu assez récemment, et j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Il y a eu une crypto-monnaie qui a été créée. Tout le monde peut créer des crypto-monnaies et faire son contrat. Elle s'appelle Fuck Vitalik Coin. Vitalik, c'est le créateur de Ethereum. Et à l'époque, il avait fait descendre une crypto-monnaie parce que il était milliardaire de cette crypto-monnaie et il voulait le donner pour des pays pauvres. Du coup, un mec a créé cette crypto-monnaie qui est grave montée. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'une seule personne qui pouvait le vendre, c'était le créateur lui-même. Donc la crypto-monnaie, elle a pris, je sais pas, peut-être 10 000% dans la journée. Mais c'est normal, parce qu'il n'y a qu'une personne qui pouvait le vendre, c'était le créateur de la crypto-monnaie. Tous ceux qui ont acheté, finalement, ils se sont retrouvés avec des tokens, des cryptos, qu'ils ne pouvaient pas vendre. Et le créateur a tout vendu, il s'est fait des millions d'euros en quelques jours. Et il est parti. Et ça, je l'ai vu hier aussi dans le reportage, du coup, je crois, que j'ai regardé. Bitcoin Faucet. À l'époque, il y avait des sites, pour se faire connaître, ils disaient vous visitez mon site, et à la fin, vous aurez 5 bitcoins. Ça coûtait rien à l'époque. Sauf que le mec qui a visité ce site-là, qui a gardé les 5 bitcoins, juste en visitant le site, c'était un coup publicitaire. 5 bitcoins fois 57 000 aujourd'hui. Ça fait cher la visite du site. Donc voilà, il me semble que c'était le dernier slide. Ouais. Et c'est tout. Est-ce qu'il y a des questions particulières ou des questions que vous posiez? La fiscalité, vous avez... Ça, j'y ai pensé sous ma douche hier. Je me suis dit, il faut que je le mette dans le slide. Je ne l'ai pas fait, j'ai oublié. La fiscalité, c'est important. C'est la même fiscalité qu'en bourse, hors PEA. C'est-à-dire que la plus-value, dès qu'on veut sortir des crypto-monnaies et faire un virement sur son compte bancaire, 30% sur la plus-value. C'est en train d'évoluer quand même. De quoi? C'est quand même en train d'évoluer. Ouais, mais je sais pas si ça va évoluer dans le bon sens. Il y a un amendement qui est passé. On va choisir d'appliquer notre propre imposition personnelle plutôt que la taxe. Ça peut être intéressant pour ceux qui ont des revenus plus bas d'être taxé à 0, 11% et 4%. Mais tu retires en fonction d'un certain montant, après ce que tu devrais faire, tu vois qu'il y a plus de Ok. Bon, peut-être que ça évolue un peu. En France, on a un peu en retard sur les cryptos. Enfin, si vous allez dans le pays voisin, en Suisse, c'est 0%. Si un jour vous devenez riche grâce à une crypto-monnaie, partez un petit peu en Suisse, quelques années, pour retirer vos cryptos, pas imposable, pour revenir. Voilà. Mais c'est sur la plus-value, donc vous mettez 3000, je sais pas, 3000 à l'origine, en tout vous avez 6000, vous décidez de retirer 3000, et ben vous serez imposé sur 50% que vous avez retiré, parce que la plus-value c'est 3000 euros, donc vous serez imposé sur 50% de 3000 euros, à 30%. Et si vous faites avec nos amis, ben, ils prennent 20% de commission. Après, ben, voilà. Et il y aura 30% quand même sur vos 80%. Mais après, si tu fais rien, ça reste du gain, hein, ça reste du gain. L'État prend 20%, ils n'ont fait aucun risque, ils s'en foutent, tant mieux pour eux. Il vous reste 70% de bénéfice. Quand même. Oui, sur 1 million, ça va. Enfin, C'est comme tous les investissements, il faut connaître un petit peu la finance, la bourse, les cryptos. Mais il faut y aller doucement. oui, bah, Et du coup, si on veut se renseigner, si je veux approfondir un petit peu tout ce qui a été dit là, est-ce que tu saurais nous dire comment est-ce qu'on peut avoir des informations sur tout ce monde-là? c'est important, ouais, quand même. Déjà, moi je me suis formé par YouTube. Je conseille des personnes à regarder des chaînes YouTube. Asher, qui est le meilleur vulgarisateur pour moi des cryptos. H-A-S-H-E-U-R, je réécrirai. Asher. Et le journal du coin, Coin. Journal du Coin, apparemment. Ils sont vraiment deux chaînes super bien. Le journal du Coin, ils font des interviews avec des créateurs qui présentent leurs projets.
Et c'est vraiment ces deux-là qui m'ont permis d'apprendre. Après, Également, la communauté que j'ai à côté. Bon, la personne qui m'a aidé a fait des formations payantes qui sont très complètes. Après, j'ai participé à faire ces formations. Dans certaines parties, je suis intervenu. Et ces formations sont payantes. Bon, je vous mettrai les liens aussi si ça vous intéresse. Personnellement, j'ai un lien d'affiliation, donc je récupère 50% sur ce que je vends. Après, sur certaines plateformes comme Coinbase ou Binance, ils ont une partie éducative en fait. Donc il y a des vidéos avec des petits exemples de comment on fait pour acheter et vendre. Qu'est-ce que c'est un petit peu, tu reprends les différents points que tu as évoqués. C'est ça. Donc c'est plutôt très bien fait. Donc, Ouais, il y a une partie qui s'appelle Earn. c'est en anglais. Pas c'est en anglais. Voilà, Sur Coinbase, qui a fait son entrée en bourse en début d'année en plus, donc entreprise américaine, qui prend énormément de frais sur sa plateforme, pour ça bien d'accord. Mais il y a une petite partie qui s'appelle Earn, et vous pouvez récupérer peut-être 60 balles de crypto-monnaie gratuits rien qu'en répondant à des quiz. Et je connais des gens sur Twitter qui ont fait des threads pour chaque réponse de quiz. Peut-être qu'à la limite, je pourrais mettre dessus. Est-ce qu'il trompe? Je peux recommencer. Ah ouais, non. Oui, normal. Mais ceux qui ont fait les quiz il y a un an, ils ont eu 3 $ d'une crypto-monnaie. Peut-être que la crypto, elle a fait x100. Ça fait 300 balles gratos, quoi. Donc voilà. Top. Pas d'autres questions? Si Mathieu, pour côté pratique, ça veut dire que c'est vrai que maintenant on a une fondation. Si par exemple demain, ce soir on est intéressé pour investir, je sais pas, on va dire sur UST par rapport à ça peut être intéressant. C'est ce qui est pratique, on est obligé de passer par les plateformes, du coup, Ouais. comme Binance ou. Faut bien s'enseigner au début. Pour investir sur l'UST, là, le 20% à l'année sur un stablecoin. Par exemple. Ouais. Là, pour le coup, à l'origine, il faut passer par une plateforme. Genre, imaginons Binance. Et après, il va falloir aller sur la blockchain qui est liée à Anchor Protocol. Donc là, pour le coup, c'est la blockchain Terra. C'est-à-dire que tu vas sortir ton argent de Binance pour l'envoyer sur une blockchain. Donc sur Binance, tu as une section retrait, tu retires ta crypto pour l'envoyer sur la blockchain. Et après, tu fais ce que tu veux sur la blockchain. Et pour ça, c'est important, il faut se créer un portefeuille numérique. En portefeuille numérique, il y a MetaMask. Je ne sais pas si tu connais. Toi, tu as Phantom sur Solana. En fait, c'est un portefeuille qui est adapté à plein de blockchains, mais qui ne marche pas sur certaines. MetaMask marche sur pas mal de blockchains. Et après, sur Solana, il faut un autre portefeuille numérique. Pour Terra, pour aller sur Anchor, il faut un autre portefeuille numérique. Pour Polkadot, il en faut un autre. Voilà. Et ça, depuis la moitié, tu as compte depuis Binance. Ouais, tu fais retrait Binance, ça va te proposer la somme que tu veux retirer et tu vas mettre l'adresse de ton portefeuille numérique, l'adresse publique. Tu copies et tu fais envoyer. Tu fais ton compte bancaire à Binance pour si tu veux par exemple de ton compte bancaire par exemple, investir ou n'importe quoi. Ton compte bancaire, Binance, Voilà. t'envoies sur la blockchain que tu veux. C'est les opérations à voir. Ça c'est un peu plus en détail, quoi. C'est pour ceux qui veulent commencer à se lancer dans la DeFi, par exemple. C'est vrai qu'on n'avait pas parlé du portefeuille numérique. Voilà. Et pour sécuriser énormément ces crypto-monnaies, il y a une clé Ledger, une clé USB, on peut mettre ses cryptos sur cette clé-là. C'est quand on a un peu plus d'argent, on va dire, et que là on veut chercher à sécuriser un peu plus. Delphine? Ce que tu nous expliques là, moi je fais le parallèle avec si je voulais investir en bourse par exemple, et c'est les mêmes mécanismes un petit peu, et les mêmes prises de risques, etc. Ouais. Et ça demande aussi un peu de connaissances préalables. Du coup. À une époque, on parlait aussi que pour faire de la crypto, il fallait acheter des gros ordinateurs et miner soi-même. Là, on n'en parle pas du tout. Là on n'en parle pas. Si tu veux miner de la crypto, c'est possible. Il faut savoir qu'avec un seul PC, une carte graphique 3080 ou 3090, tu vas pas miner énormément, quoi. Mais tu vas miner un petit peu. Après, ça dépend quelle crypto. Mais... Oui, sûrement. Ouais, j'avoue que je ne m'y connais pas assez dans le minage. Mais tu n'es pas obligé, du coup. Tu peux juste aller sur une plateforme, t'achètes de la crypto, tu n'as pas besoin de la miner. Oui, ça te donne accès à la crypto sans miner. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu penses que c'est encore intéressant de miner aujourd'hui? Il y a certaines cryptos qui sont sans miner. Dans tous les cas, oui. Même en France, avec les tarifs EDF. Même avec les tarifs qui montent. Ah oui, oui. Aucun souci. Comment il faudrait que l'électricité triple au moins pour qu'on soit. Là, Ça se poser la question. Mais... Et pour ça, ce qui est important dans le minage, c'est que tu calcules ce que ça te coûte derrière en énergie. Et tu as plein de choses sur YouTube aussi qui t'aident à calculer à combien tu vas être rentable. Déjà, tu as le prix de la machine que tu vas acheter. Et après, en gros, tu consommes l'électricité, quoi. Pour le plus écolo, ça. Le plus écolo, ouais. Mais si tu habites à côté d'un barrage, tu
fumée sur le barrage. Et comme je disais, le Salvador, ils sont branchés. Ils utilisent l'énergie volcanique pour, géothermique pour miner du Bitcoin. Et grâce à ça, ils vont créer la première ville sans taxe au monde, la première ville Bitcoin, grâce à l'argent qu'ils auront miné.